Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom, c'est Andy Nsimondele et je vous contacte cet après-midi, ce matin, ce soir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, à partir de la Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. Déjà, pour ceux qui me connaissent, ça fait un bon bout de temps, 2 ans pratiquement, que je fais des vidéos à caractère éducatif afin de partager les informations que l'on retrouve sur Internet, en particulier dans le secteur financier. Aujourd'hui, notre entretien va se porter sur la question, la grande question de savoir, est-il important, est-il approprié de donner de la valeur, de donner de la considération aux différentes opportunités d'investissement qui se présentent en ligne. Si vous êtes sur un réseau social, n'importe lequel, un média social, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok et j'en passe, vous avez déjà eu à rencontrer des personnes, des institutions, des gens qui vous proposent de faire des investissements apparemment lucratifs, très lucratifs même, qui se retrouvent en ligne. Ces opportunités pilules. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'irrégularités en ligne. Alors, la question de savoir, est-il important, y a-t-il lieu de considérer les opportunités qui se présentent en ligne? Ce soir, avant de commencer, j'aimerais donner quelques paramètres qui vont donner un cadre de discussion pour notre entretien de ce soir. OK? Alors, déjà, pour commencer, moi, je ne suis pas un alors déjà, comme je le disais, moi, je ne suis pas un conseiller financier. Et les entretiens que nous allons avoir ne constituent pas un conseil en finance. Je ne vous propose pas d'utiliser votre argent d'une manière ou d'une autre. Le but de l'émission, de ce programme, c'est de partager l'information, c'est de nous enrichir mutuellement. Alors, ce que vous décidez de faire de cette information dépend totalement de vous. Cela ne dépend pas de moi. Je ne suis pas là pour recruter des gens pour faire un business, quel qu'il soit. Mon rôle ce soir, c'est de partager l'information et la décision que vous prendrez après avoir reçu cette information est entièrement vôtre. C'est votre décision, vous décidez de ce que vous voulez. OK? Donc, déjà. Et puis, la deuxième des choses, j'aimerais que vous vous abonniez. Abonnez-vous, abonnez-vous, parce que nous voulons élargir le cadre de discussion. Nous voulons atteindre le plus grand nombre de gens. Nous voulons être en mesure de parler librement et avoir des conversations constructives, atteindre un plus grand nombre de gens, enrichir notre communauté et de par là, plus nous sommes enrichis, nous pouvons prendre des décisions qui sont informées. OK. Donc, est-il important de considérer les opportunités d'affaires qui se présentent en ligne? Est-il important? Avez-vous déjà investi dans ces opportunités qui se présentent en ligne? Si vous avez investi, contactez-nous, dites-nous ce que vous avez fait. Êtes-vous satisfait des services que vous avez eu? Si vous êtes celle de personnes qui ont déjà eu à investir avec ces opportunités en ligne, avez-vous réellement vu la véracité, l'efficience, l'efficacité de ces opportunités? Avez-vous reçu de l'argent? Vous avez peut-être déposé de l'argent dans une plateforme, mais avez-vous été en mesure de retirer de l'argent? Ce sont autant de questions autour desquelles nous allons nous entretenir. Et cette émission, je vous annonce déjà, ce n'est qu'une première. Elle ne sera pas la dernière, donc il y aura beaucoup d'émissions où nous allons continuer à parler de ce sujet. Le cadre que nous avons créé pour justement aborder ce sujet s'appelle Empire Building Network, EBN. Donc, c'est le logo qui se trouve derrière moi. Je me retire un peu. Vous allez voir, le logo, c'est E, c'est pour Empire. B, c'est pour Building. N, c'est Network. Pourquoi Empire Building Network? En fait, si je fais une translittération en français, ça veut dire seulement un réseau
de construction d'empire, un réseau de réaction d'un empire, etc., un empire financier, évidemment. Alors, parce que nous estimons qu'il y a beaucoup d'opportunités en réalité qui se retrouvent, il y a beaucoup d'informations qui sont, que les gens ignorent et que nous pouvons être le canal par lequel les gens peuvent s'informer. Alors, déjà, dans le cadre de l'Empire Building Network, nous allons commencer à répertorier certaines de ces informations, reviser certaines de ces plateformes que nous connaissons, auxquelles nous avons été exposés, et celles qui sont legit, donc celles qui sont réellement des bonnes plateformes, et celles qui ne le sont peut-être pas. Donc, évidemment, avec sous réserve d'être corrigé, parce que nous ne connaissons pas tout non plus. Mais, et puis, dans l'espace des investissements en ligne, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'informations qui se font et qui se développent au fur et à mesure. Et donc, une société qui était bonne hier ne peut ne pas être bonne demain. Et donc, il y a toute cette dynamique qui se passe. Et nous allons nous efforcer de jeter un peu, de mettre une lanterne, d'apporter un peu une lumière par rapport à tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est, comme je disais, c'est le programme numéro 1. Nous allons faire une petite marche arrière avant d'entrer dans le débat, dans des conversations très techniques. Retournons un peu pour voir à quel moment les opportunités en ligne sont devenues monnaie courante. Parce que comme nous le savons, pour les gens qui sont d'une certaine génération, quand on parlait finances, donc on voyait les grandes institutions, des banques, donc des institutions financières, des fiduciaires, qui généralement, vous devriez vous déplacer et avoir rendez-vous avec un conseiller en finance et exposer vos problèmes, votre plan d'investissement, des propositions allaient vous être faites et vous alliez faire des placements et vous alliez attendre quelques années afin de voir le retour sur les investissements effectués. OK? Et ça, c'était la convention jusque pratiquement il y a 15-20 ans. Mais avec l'avènement de l'Internet, l'Internet a d'abord été au début des années 90, 91 pour être exact, c'est quand le World Wide Web a été officiellement institutionnalisé. C'est en ce moment-là que l'Internet est devenu, ça a été les débuts, donc les ordinateurs s'amélioraient, elles devenaient de plus en plus petites, de plus en plus aplaties. Et avec l'avènement de l'Internet, donc il y a eu cette explosion d'opportunités qui sont présentées. D'abord, ça a commencé par la sophistication des équipements par lesquels, donc du hardware, donc des équipements par lesquels on peut accéder à l'Internet. Déjà, les téléphones portables, nous avions, pour ceux-là qui se souviennent, il y avait cette brique que les gens utilisaient pour téléphoner et qui graduellement se rétrécit, est devenu de plus en plus performant, mais vraiment en format plus petit. Les ordinateurs, on est passé de ce grand ordinateur avec un dos rembourré et vers un ordinateur un peu plus aplati. Nous avons maintenant des écrans très aplatis, des laptops qui sont très légers, mais ultra performants. Et donc, l'avènement de toute cette technologie a permis une meilleure accessibilité sur la plateforme de l'Internet. En 1991, il y avait 1000 ordinateurs sur le plan mondial qui étaient connectés sur Internet. En 2014, pour la première fois, le cap de 1 milliard d'ordinateurs a été dépassé, d'ordinateurs connectés sur Internet. Parce qu'on peut avoir un ordinateur, mais qui ne soit pas connecté sur Internet. Mais en 2014, officiellement, sur les statistiques officielles des Nations Unies, c'était la première fois où on a eu un ordinateur, donc le nombre d'ordinateurs connectés sur Internet a dépassé les 1 milliard en nombre, le 1 milliard en nombre. Et là, nous sommes en 2023, je n'ai pas les toutes dernières statistiques, mais j'imagine si en 2014, déjà, il y a 9 ans, il y avait 1 milliard d'ordinateurs, il est estimé qu'il y a 10 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète Terre. Donc, je peux bien m'imaginer qu'on peut bien avoir 5 milliards d'appareils, 6 milliards d'appareils connectés sur Internet tous les jours. Que ce soit déjà moi qui vous parle, tous les jours dans ma maison,
tout est connecté. Donc déjà, moi-même, ma propre personne, j'ai un téléphone, j'ai une tablette, j'ai un laptop, j'ai mon ordinateur normal. Donc j'ai déjà 4 ou 5 appareils qui m'appartiennent, qui sont connectés sur Internet, déjà. OK? Sans compter, nous sommes aussi, il faut le rappeler, nous sommes à l'époque de Internet 4.0. C'est ce qu'on appelle le Internet of Things, l'Internet des objets. Ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, dans mon cas, je suis sur laptop, mais je peux projeter toutes mes images de manière virtuelle directement à ma télévision Samsung. Et je n'ai pas besoin d'un câble. Tout est interconnecté. J'ai un robot automatique à la maison qui s'appelle le robot d'Amazon, là, il s'appelle encore comment? Euh, euh, le nom va venir. Euh, Alexa, voilà le nom que je cherche. J'ai le robot d'Amazon, Alexa à la maison, qui connecte pratiquement à tout. Je peux demander à Alexa d'éteindre la lumière, je peux demander à Alexa d'allumer la télé, je peux demander à Alexa de réduire la température. Et donc, ça, c'est le Internet of Things, l'Internet des objets, où nous avons cette interconnexion des objets qui a été réalisée et grâce à l'Internet. Il y a une semaine, j'étais à Boston avec toute ma famille. Ma famille vit ma maison est en Caroline du Nord et mon chat est resté à la maison. Donc, quand on part en vacances ou on se déplace, on fait tout cet aménagement et on peut regarder à partir du téléphone, je peux regarder la caméra à la maison, je peux ouvrir la porte du garage pour que le chat sorte. Et quand le chat revient, on peut ouvrir la porte et tout ça. Mes enfants aiment leur chat, il s'appelle Simba. Et on regarde, non, Simba a besoin de sortir, il veut aller se promener, on ouvre la porte, Simba s'en va. Et quand Simba revient, on peut voir, on reçoit la notification de la caméra qu'il y a quelqu'un autour de la maison. On ouvre la caméra, on peut voir Simba est là, on ouvre le garage, Simba rentre. C'est ça le Internet of Things. Et donc, il y a eu ce développement, il y a eu cette expansion de la technologie depuis l'introduction de l'Internet en 1991 jusqu'en 2023 maintenant. Il y a eu cette explosion de capacités technologiques et tout autour de tout ça, il y a eu ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui a été créée. Et donc, maintenant, par rapport à ça, maintenant, graduellement, on est passé de la banque qu'on devrait absolument faire physiquement. Il faut aller chez les banquiers pour parler finance. Et petit à petit, les banques traditionnelles, ils sont passées du bâtiment à maintenant, non, non, vous avez un logiciel sur votre appareil portable et donc vous pouvez accéder à toutes vos transactions bancaires déjà. Et donc, ça a commencé par éliminer le nombre de trafic qui n'était plus nécessaire pour faire des dépôts bancaires. On peut aller juste au distributeur au coin de la rue, faire un dépôt sans pour autant aller physiquement à la banque. Ou pour retirer de l'argent, ou ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez directement le faire dans le confort de votre canapé à la maison. Prenez votre appareil, ouvrez un compte. Et du coup, l'agent va vous appeler, peut-être pour faire une validation de votre identité, mais sinon, tout peut être fait maintenant à distance. Et donc, toute cette capacité à créer de nouveaux horizons, qui n'était pas possible il y a 15 ans, qui n'était pas possible il y a 20 ans. L'Internet a permis cela. Avec cela, une plus grande accessibilité aux plus grands marchés financiers au monde. Maintenant, en parlant des marchés financiers, les gens, généralement, dès qu'on dit marché financier, les gens directement pensent à la bourse des valeurs. Il y a plusieurs types de bourses. Ici, quand je parle de la bourse, je parle principalement de la plus grande bourse au monde qu'on appelle, ici je parle de la bourse des valeurs. La plus grande bourse au monde qu'on appelle la bourse de New York, qui, en termes de volume d'activité, ils sont entrés autour de 25-26 milliards de dollars en volume d'activité journalière. Il y a plusieurs types de bourses, donc je disais, mais dans la catégorie de bourses de valeur, donc après New York, il y a Tokyo, il y a Londres, il y a plusieurs types de bourses. Donc il y en a un peu partout. Il y a une bourse en Afrique du Sud, la bourse de New York, de Johannesburg. Il y a une bourse à Hong Kong, la bourse de Hong Kong. Il y a une bourse à Shanghai, à Taipei, il y a une bourse au Japon, à Tokyo. Il y a des bourses partout, en fait. C'est quoi la bourse? La bourse, c'est un marché
où se négocient certains titres de valeur. Des actions de société, on négocie des contrats à long, à court terme, des contrats financiers, etc., etc. OK? Donc, ce sont des marchés financiers. Et dans les temps, il fallait donc se présenter à la bourse pour faire ce négoce. Aujourd'hui, on peut accéder à la bourse à partir de votre appareil portable. Il y a des applications qui vous le permettent. Il y en a beaucoup. Bloomberg, par exemple, vous permet de faire des transactions. Chez nous, aux États-Unis, il y a Cash App qui vous permet de faire des transactions financières, accéder à une bourse quelconque. Vous voyez un peu. Donc, il y a toutes ces informations-là qui n'étaient pas possibles, mais que l'Internet, l'avènement de l'Internet a rendu possible. Et donc, avec ça, maintenant, il y a eu cette explosion dans les 10 dernières années ici, avec l'introduction d'une nouvelle forme de monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Parce que tout ce que j'ai eu à évoquer jusqu'à ce point, c'est dans le cadre de la banque, dans le cadre de certaines fiduciaires qui sont généralement très réguliers par rapport à la loi en place, etc. Mais en 2009, il y a eu la création de ce nouvel type de monnaie qu'on appelle la monnaie digitale ou la crypto-monnaie. Jusqu'à ce jour, même dans le pays le plus avancé, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le reste du monde, il n'y a pas vraiment un pays qui a un cadre juridique, un cadre législatif élaboré qui soit approprié pour la gestion, le contrôle de la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, comme on le sait, je disais donc, la crypto-monnaie est une forme de monnaie qui existe sous une forme numérique et qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions financières. Il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Les différents types de crypto-monnaies, donc, n'ont pas d'autorité centrale, à la différence de la fiat monnaie. Donc, quand je dis fiat, je fais référence à toutes les monnaies du monde que l'on connaît. Les monnaies traditionnelles, je dirais traditionnelles. Donc, le franc congolais, le franc CFA, l'euro, le dollar américain, le dollar canadien, etc. Toutes ces monnaies sont des fiat, du latin fiat, F-I-A-T, qui veut dire décret. Ce sont des monnaies qui ont été créées par un décret quelconque. Un décret royal, un décret présidentiel, je sais pas moi, une forme de retrait, de décret, une ordonnance présidentielle, etc. Et donc, à la différence de fiat monnaies qui sont généralement gérées, régularisées, soutenues, contrôlées par une autorité centrale, donc une banque centrale, un gouvernement central, la crypto-monnaie n'est pas sous une autorité centrale d'émission ni de régulation. Mais elles utilisent un système décentralisé pour enregistrer les transactions et émettre de nouvelles unités de monnaie. D'une manière générale, en fait, la crypto-monnaie, elle est très sécurisée, très sécurisée. Parce que les transactions sont stockées à l'aide d'un code particulier qui est ORADT, OK, et qui complique en fait, de ce fait-là, le piratage. Et donc, sans aller trop dans le détail, la crypto-monnaie, c'est une forme de monnaie digitale qui a été pour la première fois introduite en 2009 par un individu énigmatique qui s'appelle Satoshi Nakamoto et qui en a fait la description de la plateforme de création de contrôle qu'on appelle la blockchain. Et en l'occurrence, il a aussi introduit la première forme de crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Mais de 2009 à ce jour, il y a plus de 2000, il y a plus de 5000 crypto-monnaies différentes qui ont été introduites pour de raisons différentes. Mais le plus grand qu'on va souligner ici, c'est évidemment le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus élaborée, la plus grande au monde, suivi par Ethereum, il y a le Litecoin,
il y en a plusieurs autres types de crypto-monnaies. Généralement, on se réfère à ce crypto-monnaie comme étant des altcoins en anglais. Altcoin, donc quand on dit altcoin, c'est toutes les autres formes de crypto-monnaies à la différence du Bitcoin. OK? Et donc, l'avènement de la crypto-monnaie a donné accès à un marché plus grand que les gens souvent n'ont pas eu connaissance, auquel les gens souvent n'ont pas eu connaissance. Je parlais ici de la bourse des valeurs. Beaucoup de gens connaissent la bourse des valeurs parce que quand vous avez un compte, quand vous travaillez ou quand vous voulez aller faire l'investissement par le truchement de votre banque, on va vous proposer des comptes d'investissement à moyen et long terme. Et tout ce compte, la quasi-totalité, si pas toute la totalité de ces comptes, c'est basé sur des produits, des spéculations sur la bourse des valeurs. Mais il y a un autre marché qui est plus grand que la bourse des valeurs, qu'on appelle le marché de devises internationales. En anglais, c'est le International Foreign Exchange Market. Ce marché-là, c'est là où se négocie le taux d'échange de toutes les monnaies du monde. C'est un marché décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une location fixe où vous pouvez aller pour faire des transactions là-bas. Déjà, vous n'aurez pas, à moins que vous soyez un Warren Buffett ou que vous soyez un Elon Musk avec 187 milliards de dollars à votre disposition. Sinon, avec vos 500 dollars, 1000 dollars, même si j'ai disposé d'1 million de dollars, c'est toujours insuffisant pour faire des transactions dans ce marché. Le marché des devises internationales, en volume journalier d'activité, je vous ai parlé de la bourse des valeurs qui tourne autour de 24-25 milliards de dollars par jour. Sur le marché des devises internationales, le volume d'activité journalière tourne autour de 6 000 milliards de dollars américains en volume d'activité par jour. 6 000 milliards. En anglais, 6 billion. 6 trillion dollars. Billion, c'est milliards. Là, nous sommes à 1000 milliards, 6 000 milliards, 6 trillion dollars. Et donc, pour rester dans le cadre de notre discussion ce soir, vous trouvez qu'il y a ce grand marché qui existe depuis 1971, mais auquel les gens n'avaient pas connaissance. À cause maintenant de l'évolution de cette technologie qui s'est étendue, qui s'est répandue, et maintenant tout le monde a accès, il y a maintenant possibilité d'accéder à ce marché. Mais comment le faire? Généralement, la manière à laquelle ça se fait, à cause du développement de la crypto-monnaie. Parce que sous la forme traditionnelle, pour faire un investissement, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Quand on dit investissement, vous pensez déjà à 20 000, 50 000, 100 000 dollars, 1 million, etc. L'avènement de la crypto-monnaie est justement venu pour changer la donnée. Okay? La crypto-monnaie, beaucoup de gens ont peur de la crypto-monnaie parce qu'ils ne connaissent pas. C'est une bonne chose pour le développement des pays, pour le développement des individus. C'est une très bonne chose. Mais évidemment, comme en toute chose, quelqu'un a créé une voiture un jour, c'était une bonne chose. Et quelqu'un d'autre a eu un accident avec une voiture, c'est une chose malheureuse. Mais ça n'empêche que les gens, tous les jours, entrent dans leur voiture, ils vont au travail. Les accidents ont permis, les pays organisés, ils font des investigations sur les accidents qui surviennent, surtout même avec les avions ou les trains, etc. Ils investiguent pourquoi est-ce qu'il y a eu accident. Est-ce la faute du chauffeur qui a trop bu, qui était distrait, qui s'est endormi, qui était fatigué, ou est-ce la faute du véhicule qui était défectif? Si c'est la faute du véhicule, comment remédier à ce problème? Comment faire pour que ce problème ne se reproduise plus? C'est exactement ce qui se passe. L'avènement de la crypto-monnaie, c'est une phase normale dans le développement de la race humaine. Je vous ai dit, avant 1991, personne n'avait l'Internet. On faisait la phonie, tout ça, là, des téléphones gros comme ça, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde. Nous sommes au 21e siècle, la technologie a avancé, les gens, il y a la médecine avance, il y a des avancées partout. Il y a l'avancée dans la communication.
Nous avons des appareils plus performants qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, on peut s'appeler en vidéo, en mode vidéo. Il y a à peine 20 ans, ce n'était pas possible pour faire à partir d'un portable, appel vidéo pour se voir. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. C'est un développement normal. Il y a eu maintenant l'avènement de la crypto-monnaie. Mais comme avec tout développement, il y a aussi des faussaires. C'est là où va reposer notre discussion. Et on va, dans le jour à venir, on va explorer, on va voir, y a-t-il lieu d'accorder de l'importance à ces plateformes qui pullulent en ligne? Sont-elles valables, valides? Sont-elles des bonnes plateformes? Est-ce qu'on peut gagner en passant du temps en investissement en ces plateformes? Ou bien il faut s'en méfier du coup? Alors, pour aujourd'hui, pour cette première partie, nous avons évoqué la grande question, nous avons exploré un peu de manière vraiment un survol de l'évolution de la technologie depuis l'avènement de l'Internet jusqu'à ce jour. C'est que la technologie a permis de faire un mot en termes de télécommunication, l'accessibilité qui a été rendue possible à cause de ce développement technologique. Et maintenant, dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir dans quelle mesure aujourd'hui on peut accéder à ces opportunités et quelles sont ces opportunités. Nous avons révisé ce que c'est que la bourse des valeurs et nous avons brièvement touché à la bourse de devises étrangères, qui est la plus grande, qui est le plus grand marché monétaire au monde aujourd'hui. En fait, ça l'a toujours été depuis 1971. La seule chose, c'est que les gens n'ont jamais su parce que personne n'a jamais eu ce genre d'argent pour aller investir là-bas. À part une certaine élite qui a accès à des banquiers privés, etc., qui pouvaient aller là-bas. Aujourd'hui, c'est une autre chose. À cause justement de la technologie, tout le monde peut passer par le truchement d'un courtier en finance et accéder à ce marché. Dans les temps, le capital pour investissement était énorme. Il fallait des centaines de milliers de dollars pour y accéder. L'avènement de la crypto-monnaie a changé la donnée. La crypto-monnaie, parce que justement, elle a été désignée pour couper court à tous les intermédiaires d'échange qui existent dans les différents systèmes. Donc, l'utilisateur peut se lier directement avec le fournisseur de services ou le fournisseur d'équipements sans passer par les intermédiaires. Et donc, par conséquent, les coûts de transaction sont réduits au minimum. Et si les coûts de transaction peuvent être réduits au minimum, ça veut dire que même le capital requis pour accéder à ce marché est réduit. La banque est un intermédiaire. Ce n'est pas la banque en soi qui va investir pour vous quand vous avez un compte investissement. La banque passe par des courtiers. La banque doit prélever ses frais. La banque doit payer et rémunérer le courtier, si bien que votre investissement va produire un revenu très amoindri parce que la banque doit se servir d'abord et payer tous les tiers, les tierces personnes, les tierces institutions qui sont en train de faire, par lesquelles la banque fait ses placements financiers. Et donc, il y a toute cette dynamique-là maintenant que la technologie a permis de contourner avec l'avènement de la crypto-monnaie. Comme je le disais, ce soir, on va s'arrêter là. On va continuer avec ce sujet intéressant. On ira un peu plus dans les détails. Je vous invite donc à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Nous allons voir, je vous invite à des débats, à des conversations ouvertes, à des échanges fructueux intellectuels afin d'aborder ce sujet qui est extrêmement important. Il s'agit de notre temps, c'est notre ère. Il s'agit de quel legacy nous allons léguer à nos enfants. Il s'agit des opportunités qui peuvent survenir, d'investissement, un gagne-pain pratiquement en mode passif, pendant qu'on peut s'atteler aux choses qui nous passionnent. Si on peut avoir un mode, une génération, disons, un moteur de création de valeur, où on peut se faire de l'argent sans pour autant être là physiquement de manière passive, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, sur ce ton, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je reviendrai vers vous
encore une fois dans 2 ou 3 jours pour aborder la suite du sujet d'aujourd'hui. Et je vous souhaite un très bon week-end et que la grâce divine soit avec vous tous. Merci et à très bientôt.